C'est parti. Bonjour et bienvenue à cette conférence de l'ATUC. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre une conférencière qui s'intéresse particulièrement aux enjeux de mobilité, de localisation des activités et de réduction des émissions de GES. La présentation durera une vingtaine de minutes et une période de questions suivra. Vous pourrez poser vos questions au bas de la page de l'écran Zoom sous le Q&A et j'en fais la lecture à Mme Rambert que je vous présente sans plus tarder. Alors, Amandine Rambert coordonne des projets, des accompagnements et des mandats de conseil pour en ville auprès de municipalités et du gouvernement du Québec. Auparavant, elle a travaillé comme consultante en urbanisme à Gatineau et comme attachée politique à Paris, où elle a contribué à l'émergence de Paris Métropole. Sa présentation d'aujourd'hui répondra à 4 grandes questions en lien avec la localisation éco-responsable, un ingrédient indispensable de la mobilité durable intégrée. Alors, Madame Rambert, je vous cède la parole. Merci Valérie, bonjour à tous. Alors, je vous partage mon écran. Normalement, c'est bon. Merci de l'invitation. Je suis bien contente de vous parler aujourd'hui de localisation éco-responsable des activités dans une perspective de mobilité durable. Avant ça, je vais vous présenter rapidement Vivre en Ville. Vivre en Ville, c'est une organisation d'intérêt public qui œuvre dans les domaines de l'aménagement du territoire à l'échelle du bâtiment, de la rue, du quartier et de l'agglomération. On est pas loin de 40 personnes et on travaille dans tous les champs en lien avec l'aménagement. C'est assez varié, comme vous pouvez le voir. On travaille aussi bien en mobilité, bâtiment, aménagement, verdissement, politique publique, efficacité énergétique, santé, alimentation, etc. Puis, on travaille à la fois en recherche avec la réalisation de publications et d'outils disponibles en ligne pour la plupart, en formation, service conseil, et puis on travaille aussi à influencer positivement les politiques publiques en lien avec l'aménagement du territoire. On travaille à l'échelle du Québec et on a des bureaux à la fois à Québec, Montréal et Gatineau. Donc aujourd'hui, faire une présentation en lien avec, en fait, à l'intersection entre les questions d'aménagement et de mobilité. L'aménagement du territoire et la mobilité sont largement interdépendants et si on intervient sur l'un, on peut avoir un effet bénéfique sur l'autre. Et c'est le cas, par exemple, des interventions qui sont liées à la localisation des activités. On part d'où? On part de tendances qui se sont renforcées dans les dernières décennies à un développement fonctionnaliste, donc avec des secteurs pour la plupart monofonctionnels dans nos villes et dans nos milieux, avec un étalement résidentiel et puis un éparpillement des activités. Tout ça s'est traduit par des déplacements qui sont toujours plus nombreux, toujours plus longs, toujours plus motorisés et toujours plus individuels, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la mobilité durable. Justement, pour l'essor d'une mobilité qui soit plus durable, au Québec, on retient généralement l'approche réduire, transférer, améliorer, qu'on retrouve dans la politique de mobilité durable du gouvernement notamment. Donc, l'idée, c'est d'abord intervenir pour réduire les distances parcourues avec des véhicules motorisés. Ensuite, de transférer les déplacements de la voiture vers des modes de déplacement moins énergivores. On parle parfois de mode durable et puis là-dedans, on mettra l'accent sur les modes actifs et les modes collectifs. Et ensuite et seulement travailler à l'amélioration des déplacements et notamment sur les questions d'efficacité énergétique ou d'électrification
des véhicules qui restent après avoir fait ces 3 étapes-là. Puis, vous voyez que les deux étapes de réduire et de transférer sont en lien avec l'aménagement du territoire, avec les stratégies de consolidation et aussi de mieux localiser les activités. Puis, je vais expliciter ça dans le reste de ma présentation. D'abord, dans une perspective de réduire les distances parcourues, on sait maintenant que l'emplacement des activités, donc activités, j'entends par là des entreprises, des bureaux, des commerces, des institutions et des services publics. Donc l'emplacement de ces différentes activités-là va déterminer la longueur de la plupart des déplacements. En ce qui concerne la longueur des trajets et des distances parcourues, il y a 3 principaux facteurs, l'origine, la destination et puis les moyens de se rendre entre les deux, donc les réseaux et les offres et systèmes de transport disponibles. Et ce qui est largement souligné pour l'instant, c'est la responsabilité au niveau du point d'origine, donc la responsabilité des citoyens dans le choix leur choix de là où est-ce qu'ils veulent habiter, des développeurs immobiliers ou encore de la planification pour localiser ces habitations et avoir un impact sur la mobilité. Par contre, la responsabilité du côté de la destination, elle est encore assez peu soulignée. Et donc, notamment la responsabilité des entreprises et des différents paliers de gouvernement pour ce qui est des institutions. Donc, pour réduire la longueur, finalement, on peut intervenir sur l'origine au niveau de la forme urbaine, d'une forme urbaine plus compacte, par exemple. Au niveau de la destination, on peut intervenir sur la localisation des activités et puis entre les deux, sur les réseaux de transport qui limitent les détours ou qui permettent d'accéder efficacement à destination. Et là, je ne vous apprendrai rien si je développais ce sujet. Donc, sur les questions d'origine et de destination, le premier élément, ça va être de consolider le territoire. Et puis, pour le dire rapidement, d'essayer de concentrer l'ensemble de la croissance attendue en termes d'habitation et d'activité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il y a une étude que Vivre en Ville a faite en 2017 qui a été synthétisée dans un document qui s'appelle « Le poids de l'éparpillement », dans lequel on a étudié les déplacements attirés par 18 pôles d'emploi au Québec en s'appuyant sur les données des enquêtes OD. On a mis en évidence le fait que les pôles qui étaient localisés au centre-ville avec des caractéristiques de centralité, donc des milieux mixtes, denses, marchables, agréables, attractifs. Que ces différents milieux-là attiraient des déplacements beaucoup plus courts que d'autres pôles d'emploi situés plus en périphérie, que ce soit des mégacentres commerciaux, des parcs d'affaires, des strips commerciales, etc. Ça met bien en évidence l'importance du choix de localisation des activités parce que si on veut... je vais aller trop vite. Si on veut réduire les distances parcourues par les nouvelles activités, on a intérêt à localiser ces nouvelles activités dans des secteurs qui attirent des déplacements plus courts, soit parce qu'ils sont plus proches de l'origine des gens, soit parce qu'ils bénéficient de réseaux de transport qui permettent d'y accéder de manière plus écologique. Justement, en termes de transfert, de report modal, l'accessibilité des activités va déterminer le choix du mode de déplacement. Évidemment, le choix du mode pour chacun va dépendre de l'offre qui est disponible. Et donc, si une entreprise ou une institution choisit un emplacement accessible par un très grand nombre de modes de déplacement, la probabilité que les visiteurs s'y rendent avec des modes durables est plus grande que si jamais c'est uniquement accessible en voiture, évidemment. Donc, l'accessibilité choisie va contribuer directement à l'approche transférée et à favoriser le report modal de la voiture vers des modes plus durables. On le voit par exemple ici, donc ça c'est un extrait de l'étude dont je vous parlais, avec pour l'agglomération de Québec, les parts modales pour les différents pôles qui ont été étudiés. Et on voit que les emplacements de Saint-Roch, la Basse-Ville, au centre-ville de Québec ou de la colline parlementaire
les parts modales sont beaucoup plus intéressantes en termes de mobilité durable que des pôles qui sont plus périphériques et davantage dépendants de la voiture. Ça amène la question évidemment, la stratégie de réarticuler davantage l'aménagement et le transport en commun, à la fois à travers les réseaux et les services existants, mais aussi en tenant compte des projets qui sont sur la table. Puis là, il y en a un certain nombre, surtout à Montréal et à Québec, desquels la planification devrait s'inspirer. Et enfin, dans une perspective de transférer et améliorer, il y a la question de la gestion de la demande pour les activités qui pourraient être un complément intéressant une fois que la localisation a été choisie. Donc, par exemple, en modulant l'offre de stationnement selon la localisation. Si c'est un endroit accessible par toutes sortes de modes de déplacement, il y aura sans doute moins besoin de stationnement, d'autant qu'on sait que quand il y a une case de stationnement garantie à destination, eh bien, on garantit aussi que les employés vont s'y rendre en voiture. Puis en plus de ça, les employeurs peuvent mettre en place des plans de gestion de déplacement en bénéficiant de l'expertise des centres de gestion de déplacement donc, qui offrent leur service à travers tout le Québec. Puis l'alternative à ça, une fois que le choix de l'emplacement aura été fait, et si ce choix n'est pas satisfaisant ou pose des problèmes d'accessibilité pour les employés ou les clients, ce qui arrive, c'est que les décideurs, les entreprises vont se tourner vers les sociétés de transport pour faire pression et obtenir une meilleure desserte en transport en commun, ce qui est souvent très compliqué si c'est des emplacements peu accessibles, avec de l'autoroute, des faibles densités dans le pôle, etc., très cher. Et donc, c'est un peu des problèmes insolubles auxquels sont confrontées à peu près toutes les sociétés de transport. Et donc, c'est précisément pour éviter ça qu'on s'intéresse à la localisation éco-responsable. Alors, une localisation, si elle est éco-responsable, elle va contribuer à une mobilité plus durable, avec des déplacements plus courts et en utilisant davantage les modes durables. Maintenant, je vais vous présenter les 4 principes d'une localisation éco-responsable, tels que devrait l'encadrer la planification municipale d'une part, et tels qu'on peut la valoriser auprès des décideurs, des entreprises et des institutions d'autre part, puisque les logiques et les intérêts sont variables pour ces 2 types de publics. Ce qu'on sait d'abord, c'est que dans une centralité qui est dense, mixte et marchable, une entreprise de bureau a le potentiel de soutenir directement 15% de sa surface en commerce, juste parce qu'en attirant beaucoup d'employés à un endroit donné, elle crée un marché pour des commerces qui pourraient être à côté et pour qui les employés sont en quelque sorte un marché captif. Ça veut dire qu'on a intérêt à concentrer les activités pour booster en quelque sorte leurs effets positifs les uns sur les autres, les unes sur les autres, et favoriser les synergies économiques. Mais ça, c'est pas n'importe où que ça peut fonctionner. Je vous donne un contre-exemple, je ne le citerai pas, mais il y a un très grand siège social qui a décidé de s'installer à Varennes il y a quelques années. Puis on voit bien sur cette photo aérienne qu'à cet emplacement, le siège social, il ne va pas pouvoir remplir ce rôle. Son impact sur le tissu économique local, il va être mineur. Et son impact sur la consolidation du tissu urbain autour, il va être nul. Finalement, le modèle optimal de répartition des activités sur un territoire que Vivre en Ville a pu développer. Et puis là, je ne parle que des activités qui ont un impact bénéfique pour les milieux de vie, qui sont compatibles avec les milieux de vie, pas des industries lourdes ou présentant des nuisances pour lesquelles les logiques sont tout à fait différentes. Mais l'idée, ça va être de se localiser dans des milieux qui sont des centralités, donc qui sont des pôles intéressants, attractifs, à échelle humaine, accessibles, denses et intéressants à plusieurs points de vue. Et on va choisir le niveau de centralité en fonction de la distance qui va être parcourue par la plupart des visiteurs de ces activités. Donc, une activité qui a un rayonnement à l'échelle du voisinage seulement, elle va pouvoir choisir un petit noyau de voisinage
ou une centralité plus importante, puis à l'autre bout du spectre, une activité qui a un bassin d'emploi ou un bassin de clients, de chalandise, qui est à l'échelle de l'agglomération au complet. Il faudrait qu'elle se localise dans une centralité d'agglomération de manière à être la plus accessible possible et à minimiser les distances et avoir un impact qui soit bénéfique sur le milieu aussi. Pour une entreprise, donc si on s'adresse à une entreprise, ce qu'on peut lui faire valoir, c'est de privilégier un lieu qui va lui apporter une plus-value pour qu'elle puisse utiliser le quartier comme un argument d'affaires, que si c'est un quartier prestigieux, ce prestige va rejaillir sur elle aussi. Si c'est un milieu habité, elle va avoir sans doute accès à une plus grande diversité de commerces, de restaurants, de services du quotidien qui pourront être une plus-value pour ses employés et aussi pour ses clients. Et ensuite de ça, deuxième principe, la localisation est éco-responsable si elle garantit l'accessibilité pour tous, y compris pour ceux qui n'utilisent pas ou n'ont pas accès à une voiture. J'ai illustré ici avec une vue des commerces qui se trouvent sur l'avenue Cartier à Québec, à côté de nos bureaux. On voit que les lignes pointillées en vert, c'est les lignes de métrobus qui desservent la rue. Les cercles concentriques, c'est les rayons de marche acceptables, généralement acceptables de 5 et 10 minutes de marche. Puis on voit qu'à l'intérieur de ces deux rayons-là, il y a un très grand nombre d'habitations et c'est des gens qui vont pouvoir y accéder autrement qu'en voiture. Puis ça se répercute sur les parts modales qu'on voit en bas. Plus de la moitié des clients des commerces de l'avenue Cartier accèdent au commerce par les modes actifs ou collectifs. Pour une entreprise, l'idée, ça va être de privilégier un lieu accessible pour tous les employés et qui va minimiser l'empreinte écologique des déplacements liés au travail. Donc concrètement, ça va vouloir dire se localiser au cœur du bassin d'emploi plutôt qu'en périphérie, près du réseau des partenaires, clients et fournisseurs, et évidemment desservi par le réseau de transport en commun et si possible par les lignes les plus performantes avec le meilleur niveau de service. Cette diapositive-là, c'est sans doute la plus importante. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent se rapprocher de leurs employés, qui observent que beaucoup de leurs employés sont partis s'installer en banlieue et que s'ils veulent se rapprocher et limiter les impacts de la circulation, ils ont intérêt à suivre leurs employés puis partir des centres-villes ou des pôles plus centraux pour aller eux aussi en banlieue. Ce que nous dit la littérature, c'est que en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand on s'éloigne d'1 kilomètre du centre-ville, par exemple, les distances moyennes parcourues par les employés vont augmenter de 250 mètres. Donc, on n'a pas de gain au niveau des distances. On ne se rapproche pas vraiment. En fait, on se rapproche de certains employés, mais on s'éloigne d'autres. Et comme on voit sur ce schéma, en fait, la localisation de l'entreprise, c'est le point carré qui est au cœur dans l'illustration verte et puis qui est déplacé vers le nord-ouest pour les mêmes lieux de domicile des employés qui sont avec des petits ronds. Et donc, en fait, si l'entreprise se localise en périphérie, elle ne va pas bénéficier de la même accessibilité. Les réseaux, ils ont été planifiés pour desservir le cœur, notamment les réseaux de transport en commun. Et donc, il va y avoir davantage de détours et sans doute une desserte en transport en commun et par les infrastructures de mobilité active qui sera beaucoup moins bonne. Donc, non seulement les employés vont en moyenne parcourir plus de distance pour y arriver, mais en plus, ils auront une offre généralement beaucoup plus faible par les modes actifs. Et donc, il y a beaucoup d'employés qui vont être obligés de se rabattre sur la voiture. Le troisième principe, ça va être de susciter une expérience urbaine stimulante. J'irai assez vite là-dessus. Pour l'entreprise, l'idée, c'est d'offrir aux employés un deuxième milieu de vie, puisque c'est sans doute sur leur lieu de travail que les employés passent le plus de temps. Et donc, si on leur facilite la vie avec une offre intéressante, par exemple une offre alimentaire le midi, ou qu'on leur permet de simplifier leurs déplacements le soir ou la fin de semaine en ayant accès depuis leur lieu de travail à des équipements sportifs, culturels, de santé, etc., on va leur faciliter la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Et le dernier principe, ça va être de contribuer à la saine gestion des finances publiques. On voit ici un contre-exemple encore à Mont-Saint-Hilaire avec un projet d'équipement sportif qui avait été annoncé
dans les dernières années, je n'ai pas suivi s'il avait été fait ou pas, mais ce qu'on voit, c'est qu'à cet emplacement-là, la municipalité va devoir investir pour bâtir des nouveaux réseaux, de nouvelles routes, et puis ça va probablement générer de la circulation dans un quartier résidentiel qui doit être assez tranquille. Pour une entreprise, l'équivalent, ça va être de choisir un site bénéfique pour la communauté qui va lui permettre d'être un bon citoyen corporatif. L'idée, c'est donc de mettre chaque décision immobilière à contribution pour réduire et transférer les déplacements. Puis si je vous fais un zoom rapide sur les équipements de bureaux, dans le fond, l'idée, c'est d'offrir aux entreprises d'utiliser leurs locaux comme une vitrine de leurs activités. Ça va contribuer à leur marque employeur aussi pour faciliter le recrutement et la rétention des employés. Limiter les distances de pied vers le travail, la nécessité de le faire en voiture, finalement réduire l'empreinte écologique des déplacements, puis profiter à tous. Je vais aller rapidement là-dessus parce que j'ai été plus long que je pensais. Comment savoir si un emplacement donné est éco-responsable pour des bureaux particulièrement? On a développé un outil qui permet de calculer l'indice d'éco-responsabilité de la localisation des bureaux sur la plateforme qui s'appelle localisation-écoresponsable.com où on peut évaluer gratuitement et de manière confidentielle une adresse donnée. Donc, on rentre une adresse. Ça fonctionne pour des locaux qui sont déjà existants ou pour des sites à bâtir parce qu'on peut calculer l'éco-responsabilité de la situation actuelle ou dans 5 ans, étant donné les projets annoncés. On répond ensuite à 20 questions qui sont formulées par oui ou par non. On obtient un indice qui est formulé sous forme de pourcentage. Il faut obtenir 60% de la note pour considérer que la localisation est éco-responsable. Puis on peut faire ça pour plusieurs sites, par exemple pour comparer différents emplacements quand une entreprise, par exemple, doit renouveler son bail et regarde ses options en termes d'emplacement. Et donc, ça va pouvoir s'ajouter aux critères de localisation, aux critères de décision, je veux dire, habituels, que sont l'échéance, le coût, la superficie, etc. Donc, si vous voulez outiller les entreprises avant qu'elles ne fassent des mauvais choix de localisation, n'hésitez pas à les envoyer vers la plateforme. Puis voilà, ça conclut ma présentation. Merci à tous. Alors, merci beaucoup, Amandine. Vraiment très intéressant comme présentation et je prends note aussi de votre calculateur. Intéressant, évidemment. Alors, on est rendu à la période de questions. Donc, première question, toutes les activités et toutes les entreprises de bureau n'ont pas la même réalité, les mêmes besoins en matière de... Est-ce que le concept de localisation éco-responsable ne masque pas cet enjeu et ne propose pas finalement que le centre-ville comme emplacement acceptable? Merci de cette question. En fait, la localisation éco-responsable, c'est pas tellement binaire. Une localisation est éco-responsable ou elle l'est pas. Dans certains cas, c'est sûr qu'il y a des tendances qui se dégagent, mais je dirais que c'est plus un gradient, un niveau d'éco-responsabilité. Puis c'est ce qu'on a essayé de souligner avec l'indice d'éco-responsabilité où on voit qu'il y a beaucoup de nuances. Puis on a essayé de prendre en compte toute la complexité des enjeux de localisation. Donc, en fait, avec cet indice, ce qu'on voit, c'est que effectivement, c'est généralement les centres-villes qui vont obtenir les meilleurs indices d'éco-responsabilité, qui vont offrir les emplacements les plus éco-responsables, pour le dire autrement. Mais ce n'est pas les seuls. Puis il peut y avoir toutes sortes d'autres milieux qui peuvent être intéressants et qui ne seront peut-être pas dans les 90-100%, peut-être un peu moins, mais évidemment, ça dépend aussi du milieu dans lequel on s'insère. Ce n'est pas les mêmes niveaux pour toutes les villes, notamment quand il n'y a pas de transport en commun. La situation est un peu différente, même si l'indice en tient compte. Et puis, pour refléter les besoins différents des entreprises, des activités, on a aussi réalisé en complément de cette plateforme-là des fiches qui peuvent soutenir les employeurs dans ces décisions-là et qui permettent d'aller un peu plus loin et de souligner cette diversité. Et notamment, on a proposé 3 profils d'entreprises différents en fonction de leur taille,
de la vitesse de leur croissance, parce que ce n'est pas la même chose pour une start-up que pour une très grande entreprise qui existe depuis longtemps et dont la croissance va être plus faible, et qui tient compte aussi du nombre de déplacements. Et ça permet d'aller un peu plus en finesse sur les emplacements qui vont être les plus éco-responsables pour elles, en tenant compte de leur profil, et qui vont leur permettre, qui identifient aussi des stratégies auxquelles elles peuvent se raccrocher. Par exemple, pour une petite entreprise, je ne sais pas, par exemple des notaires, ça peut être intéressant d'avoir un ancrage local, d'être proche de la communauté, et donc de s'installer par exemple dans un cœur de quartier avec une identité forte pour justement être intégré, proche de la communauté et devenir incontournable dans ce milieu-là. Question. Donc, la pandémie ne rend-elle pas obsolète la réflexion sur la localisation avec le télétravail qui fait ses preuves et qui semble là pour elle? Oui, c'est une question difficile en fait. Parce qu'on a vu passer dans la presse plusieurs articles, des réflexions sur le fait que les bureaux avaient plus de... Il y avait une désertion des bureaux, et notamment on a vu ça pas mal à Montréal. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent sur ce qu'on voit actuellement et puis la situation qui va arriver à la suite de la pandémie. On n'a pas de boule de cristal, personne, pour savoir si le télétravail va vraiment se maintenir, à quel point, sous quelle forme. Les sondages qui sont sortis là-dessus semblent indiquer que la plupart des employés veulent rester en télétravail après la pandémie, entre 1 journée et 3 journées par semaine, mais pas plus. Alors ça, ce que ça veut dire pour les superficies de bureaux, c'est qu'à moins d'avoir des bureaux non assignés, et ce n'est pas toutes les entreprises ou les organisations qui sont prêtes à aller vers ce type de solution, ça va être difficile de diminuer les superficies de bureaux, à moins de vraiment densifier les bureaux et être beaucoup plus proches les uns des autres. Mais en tout cas, la pandémie risque de durer longtemps avec des remous. Fait qu'on ne veut peut-être pas aller vers de la promiscuité non plus dans les bureaux. Ça ne semble pas tout à fait la direction dans laquelle on s'en va. Il y a un autre point qui est que pour recruter et conserver des collaborateurs, le fait d'être là en personne, de pouvoir être dans l'informel, se connaître, tisser de la confiance, créer un esprit d'équipe, ça joue beaucoup pour la rétention du personnel. Et ça, c'est pas possible au 100% à distance. Donc, c'est plusieurs éléments qui font que dans la durée, on va voir, mais je ne sais pas quel sera l'impact réel. Par exemple, ça se peut que pour certaines organisations, il y ait un certain rebrassage et qu'elles soient capables de limiter des superficies. Dans ce temps-là, elles risquent de faire des économies. Ma recommandation, ce serait que ces économies elles soient investies dans la meilleure localisation possible, et notamment vers, par exemple, des emplacements qui sont encore plus éco-responsables que ce qu'ils ont présentement, ce qui va leur permettre d'avoir cet atout par rapport aux employés, d'offrir un milieu de vie de qualité, attractif, qui va leur donner envie de rester parce qu'il répond à plusieurs de leurs besoins. Je dirais au final que si jamais il y a effectivement des grosses vagues de bureaux qui ferment parce qu'on trouve d'autres solutions, on se réadapte autrement. La priorité, ce serait que ça ne ferme pas dans les emplacements les plus éco-responsables et notamment les centres-villes. S'il devait y en avoir qui ferment plutôt en périphérie, et que mon souhait, ce serait que les superficies de bureaux des centres-villes et des emplacements les plus intéressants demeurent. Beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres questions. Alors, merci encore. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci à vous, Amandine. Merci également à tout le monde qui était présent encore aujourd'hui en grand nombre. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.